Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. On avait promis qu'on ferait une interview ensemble, le confinement s'est terminé et donc aujourd'hui, Antonin est avec moi. Hello! Coucou! Quelle entrée de star! Je suis trop contente qu'on puisse faire cette interview ensemble parce que c'est vrai on avait fait une vidéo sur ma chaîne au début du confinement, donc vers avril, et on avait dit le jour où on sort du confinement, on est là et on fera le Clic d'Alix. Ouais, on fera cette petite interview. Donc je suis trop contente. Bon, si t'as suivi un peu les vidéos que j'avais faites avant, j'aime bien moi parler un peu de tout ce dont on parle pas, de l'enfance, de l'adolescence. J'aime bien faire un format comme ça chronologique. Et toi, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire sur ton enfance parce que c'est une partie de ta vie, en tout cas sur les réseaux, que t'as pas forcément hyper médiatisé, dont t'as pas beaucoup parlé. Et histoire que les gens resituent un petit peu d'où tu viens, qui tu es. Est-ce que tu peux me faire ton historique jusqu'à ce que tu habites en Espagne? Ok. Des USA jusqu'en Espagne. Ok, et t'as totalement raison. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on me demande « Ouais, mais tu viens d'où quelles sont tes origines ?» Je reste bloqué. Je suis là en mode « Mais est-ce que je leur raconte toute ma vie? Ça va pas intéresser, ça fait trop égocentrique. » Du coup, je suis là en mode « Ah, c'est trop long à expliquer, tu vois. » Bah vas-y, là, on a le temps. Ok, bah génial. Du coup, je suis né à Chicago, aux États-Unis. Je suis resté qu'un an là-bas, mais j'ai la nationalité américaine. Trop bien, même si là, j'en suis pas forcément hyper fière. Mais j'ai la nationalité américaine. Après, je suis allé vivre 5 ans. Enfin, on m'a fait vivre, c'est pas moi qui a. Un an, bon, je m'en vais. Chicago, ça m'a saoulé. Bisous, papa, maman. Non. Après, on a déménagé, du coup, avec mes parents à Paris, de mes 1 an à mes 6 ans. Et après, du coup, en Espagne, de mes 6 ans à mes 18 ans. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tous ces déménagements? Est-ce que c'était des raisons professionnelles de tes parents? Est-ce que c'était autre chose? Alors, je pense que c'est à la fois les raisons professionnelles, mais à la fois comment mes parents aiment vivre. C'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup voyager, ils aiment beaucoup explorer de nouvelles cultures, etc. Donc, à chaque fois que mon père avait des opportunités pour voyager, on allait voyager. Ma mère, étant journaliste, c'était facile de trouver des métiers dans d'autres pays parce que du coup, elle pouvait toujours être reportrice, du coup, à distance. Et mon père, il est ingénieur, mais cadre. Et du coup, voilà, il avait pas mal d'opportunités un peu partout dans le monde. Après, je connais pas trop les détails, mais ça a fait qu'on a beaucoup voyagé, donc voilà. Ah, je savais pas que tes parents... je crois que j'avais jamais entendu dans aucune vidéo que t'avais dit la profession de tes parents. Non, j'ai jamais dit, mais je m'en cache pas. Oui, enfin, c'est pas secret, c'est juste que t'avais jamais eu l'occasion d'en parler, quoi. C'est ça. Et t'as des frères et sœurs ou pas, ou t'es enfant unique? Non, je suis fils unique, totalement fils unique, du coup... T'aurais aimé avoir des frères et sœurs? Oui et non. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu avoir un compagnon, un ami, tu vois... Comme un petit chien, quoi. Non, mais justement, je rêvais tout le temps d'un chien, mais c'est vrai que tu te sens un peu seul beaucoup de fois. Après, j'ai eu la chance d'avoir des cousins germains et éloignés qui avaient tous le même âge que moi, enfin dans la même tranche d'âge. Donc pour moi, c'était un peu comme mes frères et sœurs. Mais c'est vrai que parfois j'y réfléchis, mais à la fois je me disais, s'il y a vraiment quelqu'un qui va arriver là maintenant, au secours, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, c'est comme les gens qui ont des petits frères et des petites sœurs, tout change en fait quand tu vas avoir quelqu'un qui va avoir toute l'attention. C'est sûr. Moi, j'adore avoir l'attention, du coup. Écoute, c'est bien pour aujourd'hui, du coup. C'est ça. Et dans quelle ambiance t'as grandi? Enfin, quel type d'éducation t'ont donné tes parents? Est-ce qu'ils étaient genre très cool, très stricts? C'était quel genre d'ambiance chez toi? Alors bon, faut savoir que mes parents, ils se sont divorcés vers mes 7-8 ans, je sais même plus. Ok, donc quand t'étais en Espagne encore? Ouais, c'est ça, mais généralement, c'est bien parce que j'avais 2 aspects différents et j'ai pu apprendre beaucoup de choses de mon père et beaucoup de choses de ma mère. Donc, mon père, il est plutôt pragmatique, bosseur. Et ma mère, elle est plutôt très créative, très originale. Elle a énormément d'imagination. Genre, quand j'étais petit, elle me lisait jamais de livres. C'est elle qui inventait tous ses livres. Et du coup, elle me racontait tout le temps des histoires qui avaient tout le temps une morale hyper... qui transmettaient des valeurs de justice et tout, de paix. Et je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui, quand je prends des décisions dans ma vie, je me rappelle qu'elle m'avait dit ça. Donc, non, tu sais, c'est ouf. Et sinon, l'éducation que j'ai reçue, c'était plus une éducation... où je fais mes propres erreurs. Genre, fais ce que tu as envie, fais tes propres erreurs et apprends de toi-même. Et c'est vrai, plutôt libre. Et tu dis que donc, tes parents sont séparés quand tu avais 7 ans, donc toi tu étais en Espagne à ce moment-là. Est-ce que tes 2 parents sont restés vivre en Espagne ou est-ce que... Non, du coup après,
Pendant le divorce, c'est mon père qui a eu la garde. D'accord. Du coup, je sais que c'est un peu rare, mais c'est vrai que c'était plutôt par rapport aux sources de revenus, etc. Et ma mère, elle est retournée habiter à Toulouse. D'accord. Oui, donc pour le coup, t'as pas eu une garde alternée classique, entre guillemets, genre avec les week-ends ou les vacances scolaires, quoi. Ouais, mais ma mère, je la voyais énormément. Je la voyais un week-end sur 2. Ah, c'est cool. Mon père, il me conduisait jusqu'à Toulouse, d'Espagne à Toulouse. Et je passais le week-end avec ma mère et les vacances, c'était totalement partagé. Ok. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas eu cette impression non plus de... Enfin, ça a été très difficile, évidemment, d'être séparé de ma mère. Mais à la fois, à chaque fois que je voyais ma mère, on passait du temps à 100%, alors que mon père travaillait. Donc à la fin, j'ai quand même eu une certaine balance et j'appelais ma mère tous les jours, tous les soirs. Donc j'avais vraiment l'impression que ma mère, elle était avec moi. Donc c'est vrai que je trouve que mes parents, ils s'en ont bien sortis pour que j'ai quand même la présence des 2 parents et que j'ai pas l'impression non plus de ressentir un manque. Et c'est pour ça que je crois pas que j'ai peur de l'abandon ou autre chose parce qu'ils ont tous les 2 été présents, mais malheureusement, ils pouvaient pas être ensemble au même endroit et même dans le même pays, du coup. Okay. Au niveau de l'école, du coup, parce que forcément, donc, tes amis, tu les as rencontrés la première fois, c'était tes amis d'école. Comment est-ce que ça se passe quand on est dans un lycée, parce que tu es dans un lycée français, donc c'était pas dans une école espagnole. Comment est-ce que ça se passe quand on est expatrié? Est-ce que tu as l'impression, en tout cas en Espagne, que tu étais un peu mis de côté, ou est-ce que tu étais bien mélangé? Est-ce que les gens étaient accueillants? Comment tu as géré ce truc-là? Alors c'est vrai que quand on parle de lycée français, les gens y croient que du coup, dans le lycée, même si tu es en Espagne, tu as que des Français qui sont expatriés. Mais c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que on était par classe, il y avait maximum 2 Français sur une classe de 30 personnes. C'est-à-dire que la majorité des élèves, c'était des Espagnols. Et en fait, il y a une énorme différence entre le système éducatif espagnol et le système éducatif français. C'est que le système éducatif français, il a tendance à apprendre à réfléchir, à penser. Le système éducatif espagnol, c'est du par cœur. Du coup, c'est-à-dire que tous leurs examens, c'est des tests tu vois, des QCM. Alors que nous, on doit argumenter, on doit écrire, tout ça. Donc c'est pour ça qu'en Espagne, beaucoup de gens voulaient que leurs enfants soient dans des lycées français. Et certes, quand je suis arrivée, ça a été très difficile. Quand je suis arrivée à mes 6 ans, je me suis retrouvée dans une classe avec que des Espagnols. Il y avait que des Espagnols. Personne ne savait qui j'étais parce qu'ils étaient déjà là depuis la maternelle. Parce qu'en gros, dans les lycées français en Espagne, tu as toute la maternelle, toute la primaire, tout le collège, tout le lycée dans le même établissement. Ouais, c'est des énormes trucs, quoi. C'est des énormes trucs. Et du coup, je suis un peu rejetée, je suis arrivée dans cette classe, personne ne savait qui j'étais, je pouvais pas communiquer avec les gens, je savais même pas quoi dire. Donc je me rappelle de la première classe et pas de bol. Le premier cours, c'était un cours en espagnol. Et des peu de cours qu'il y avait en espagnol, tu vois. Et je suis arrivée dans le cours et je me suis mis à pleurer, à m'effondrer en pleurs. Genre, personne n'avait fait l'effort de dire, genre, ouais, il y a un élève qui est français et tout. On t'avait même pas présenté, le prof, il savait même pas. Et le prof, il me disait en espagnol, ¿Por qué lloras? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Et je savais même pas ce qu'il me disait. Je pleurais encore plus et encore plus. Et ça m'a déclenché un truc dans mon cerveau et je me suis dit, il faut que j'apprenne l'espagnol le plus rapidement possible. Et du coup, là, t'es bilingue aujourd'hui en espagnol? Ouais, trilingue avec l'anglais aussi. Et espagnol, avant de revenir en France, je parlais mieux espagnol que français. Genre, je galérais un peu avec le français. J'avais mon petit accent espagnol. Du coup, voilà. T'es revenu en France à quel moment? Je suis revenu en France pour mes études en école de commerce. Donc, c'était pour mes 18 ans. Et ton école de commerce, c'était Kedge Bordeaux, c'est ça? C'est ça, c'est Kedge Bordeaux. Et dans le cursus de l'école de commerce, il y avait un stage, il y avait plusieurs stages à faire. Et il y a un stage dont tu as parlé un petit peu sur tes réseaux sociaux qui était Snapchat. Tu as dû faire un stage chez Snapchat. Cette phrase est dure à dire. Tu as dû faire un stage chez Snapchat. Alors en plus, il y a beaucoup de gens qui croient que mon stage c'était chez Snapchat. J'ai travaillé chez Snapchat, c'était pas en tant que stage, c'était vraiment en tant que travail. Et je l'ai pas mis dans ma partie stage. J'ai mis mon activité de YouTube en tant que mon stage officiel de 3e année. Et en 2e année, j'avais fait un stage à Moment Feed, c'est une entreprise de marketing à Los Angeles aussi. Et ça, par contre, c'était vraiment mon stage. Je sais pas si tu vois. Du coup, j'ai fait comme 2 stages en même temps pendant la même période de stage. Et chez Snapchat, c'était sincèrement, genre, j'arrivais pas à y croire que j'allais travailler pour Snapchat. Ils m'avaient contacté via LinkedIn par rapport à mon métier d'avant.
Et d'ailleurs, c'est un conseil pour toutes les personnes. Attends, c'est quoi ton métier d'avant du coup? Moment Feed, enfin mon stage à Moment Feed à Los Angeles, qui était une entreprise de marketing. Et d'ailleurs, c'est un énorme conseil pour les gens qui veulent travailler à l'étranger. Mettez votre localisation LinkedIn dans le pays dans lequel vous voulez travailler, même si vous y êtes pas, si vous y habitez pas maintenant, désolé, parce que les recruteurs, du coup, ils vont mettre une localisation, ils cherchent à Los Angeles, ils vont trouver des profils qui habitent là-bas. Mais même moi, si j'y habitais pas, j'avais laissé ça par rapport à mon dernier stage, j'avais oublié, tu sais, j'avais pas, et du coup, c'est comme ça qu'ils ont trouvé mon profil. Et après, il y a eu des entretiens. D'accord. Et là, c'était quoi ce que tu faisais? Parce que j'ai jamais compris. En regardant tes vidéos, je voyais il travaille chez Snapchat, je me suis dit peut-être qu'il conçoit les filtres, peut-être qu'il parle, je sais pas, que fait la personne en fait? Alors, je peux pas dire en détail, mais en gros, c'était beaucoup de modération de contenu. Il y avait la nouvelle mise à jour Snapchat où du coup, ils allaient mettre en avant des comptes sur l'onglet découvrir. Ça a été une mise à jour qui a vraiment pas été bien reçue. Non, pas du tout. Si vous vous souvenez, c'était il y a genre peut-être 4-5 ans, 3 ans. 3, ça vous fait un gros tollé ce truc-là. Ouais, bon, je peux pas dire des détails, mais ça s'était ressenti au sein de l'entreprise, évidemment. Et du coup, nous, on devait faire un énorme travail de modération, c'est-à-dire quels profils vont être mis en avant, enfin, quel contenu peut être mis en avant ou ne peut pas être mis en avant, enfin voilà. Super intéressant. J'ai remarqué que tu n'exposes pas tes parents sur les réseaux. On n'a jamais vu ta maman et ton papa. Ton papa peut-être un peu? Ouais, mon père, on l'a vu mais ça date sur une vidéo, il y a des années. Et on voit ta grand-mère par contre. Alors, moi j'ai plusieurs questions. La première, c'est pourquoi est-ce que tu exposes ta grand-mère? Est-ce que c'est elle qui veut? Est-ce que c'est toi? Comment ça s'est fait la première fois? Alors j'expose ma grand-mère parce que c'est une star. Elle a le potentiel star. Enfin, je la vois et je me dis mais t'étais destinée à être actrice ou mannequin ou chanteuse, quoique non, parfois elle chante pas hyper bien, même si elle croit qu'elle chante très bien. Mais ma grand-mère, j'ai voulu l'exposer parce que déjà faire du contenu avec une génération qui est très éloignée, déjà ça peut être très intéressant. C'est pour ça que ma première vidéo c'était où ma grand-mère elle réagissait à notre génération. Et aussi, on voit pas énormément de contenu entre une grand-mère et un petit-fils. Et en fait, c'est plus le personnage de ma grand-mère où elle est radieuse devant la caméra, elle a toujours des bonnes énergies. Et c'est pour ça que ma grand-mère, je la mets devant la caméra, mais j'ai jamais pensé à mettre mes parents parce que je sais que ça les intéresse pas. Et les autres gens de ma famille, j'ai mis mes cousins de temps en temps et tout, mais tu protèges un peu quoi. Ouais, je protège un peu. Donc il y a ta famille que t'exposes un petit peu avec ta grand-mère par exemple, et il y a aussi tes amis qui pour le coup prennent une grande place. Au niveau des amis, c'est vrai que tu exposes certains de tes amis, par exemple tous les amis que tu as sur les réseaux sociaux, donc tous les gens qui regardent la vidéo certainement connaissent, toute la team Ellie avec Sullivan, il y a Jules, Gloria, Clara, et puis après il y a Bilal aussi, tous ces gens-là qui sont un petit peu rajoutés à tes amitiés. Est-ce que tu avais des amis avant les réseaux sociaux qui aujourd'hui encore sont tes amis, ou est-ce que c'est difficile de garder les mêmes amis quand on fait un métier d'influenceur ou de créateur de contenu? Alors c'est vrai que c'est plus difficile de garder ses amis d'avant, enfin, avec ce que tu fais maintenant, parce que il y a des gens, tu peux voir leur visage un peu, enfin, tu peux voir des tendances de jalousie ou de justement vouloir te descendre, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Du coup, évidemment, tu perds des gens sur le chemin, et même toi, parfois, c'est difficile d'accorder le même temps que tu pouvais donner avant. Mais je garde 2-3 amis de Bilbao. Après, il y a des gens on s'envoie des messages de temps en temps, on prend nos nouvelles, mais vraiment 2-3 amis. Et de mon école de commerce, pareil. Même 2 amis de mon... Enfin, il y a plein de gens que j'adorais, mais il y en a plein avec qui on a perdu contact. Mais il y en a vraiment 2 avec qui je parle encore et que j'adore. T'aimerais bien avoir plus d'amitié comme ça, de gens totalement extérieurs ou pas? Ou est-ce que c'est bien aussi, tu vois, d'avoir des amis qui comprennent un peu l'industrie, qui comprennent un peu parfois les problèmes qu'il peut y avoir ou tes angoisses et tout? C'est vrai il y a comme quand tu rencontres quelqu'un qui n'en a rien à faire des réseaux sociaux, tu sens comme une bouffée d'air frais. C'est vrai que tu as ce truc, ça fait du bien, tu vois, et même si la personne, elle sait même pas que t'es sur YouTube, si elle sait rien, genre ça fait tellement du bien, tu peux vraiment parler, mais tu te sens vraiment toi-même. Mais bon, tu te sens aussi vraiment toi-même aussi quand tu crées une vraie amitié avec d'autres gens qui sont dans l'industrie. Mais non, pas forcément. Je cherche pas forcément de nouvelles amitiés. Et ça a été plutôt le contraire qui s'est passé pendant les dernières années. C'est que j'ai commencé à essayer de faire que mon cercle soit plus petit.
Et c'est un truc, je m'en suis rendu compte, je pense, il y a à peine 2 ans, que c'était qu'on n'a pas assez de temps à donner à tout le monde, même si dans l'idéal, enfin, moi, j'adore rencontrer des gens, je sais qu'on peut apprendre des choses de tout le monde a quelque chose à t'apprendre, et il y a du bien dans tous les êtres humains, tu peux trouver un truc positif et tu peux trouver un truc à aimer. Du coup, pendant toute ma vie, j'ai toujours voulu connaître le maximum de personnes, c'est-à-dire à Bilbao, je parlais à tout le monde, des gens d'autres écoles, de tout. Je voulais connaître le maximum de personnes parce que je me disais, si j'apprends pas à connaître les gens, peut-être que je vais louper quelqu'un qui pourra changer ma vie et quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance et qui pourra avoir confiance en moi. Et j'ai pensé comme ça toute ma vie, j'y pense encore maintenant quand je rencontre des gens, j'essaie d'en connaître le maximum. Par contre, à partir d'un moment, t'es obligé de faire un choix et de dire, je peux plus rajouter des gens dans mon cercle, quoi. Mon cercle, il est trop bloqué. Et si je commence à en rajouter, je vais plus pouvoir donner de temps aux personnes qui comptent le plus pour moi. Et pour moi, je pense que c'est une sensation que t'as une fois que t'as trouvé vraiment ces gens, en qui tu peux compter, ces gens où tu te dis, bon, après, on sait jamais, mais ces gens où tu te dis, bon, j'aimerais qu'ils soient là pendant, jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Est-ce que tu as l'impression, à un moment donné, d'être un peu perdu au début quand ça marchait bien, tu vois, d'être un peu, désorienté par tout ce qui arrivait, beaucoup de propositions, beaucoup de gens autour de toi. Est-ce que tu as eu cette sensation de te paumer un peu? Par rapport à YouTube, par rapport aux gens et tout, non. J'ai toujours essayé de garder les pieds sur terre, même si, bon, les gens, ils voient pas ça avec mon personnage parce que, évidemment, dès que je suis sur un réseau social, j'essaie d'être too much, un peu comme un personnage, quoi. J'ai envie que les gens, ils soient divertis, tu vois. J'ai juste envie de divertir. Mais derrière, à l'intérieur de moi, j'ai toujours les pieds sur terre, je me remets tout le temps en question, j'ai toujours envie de faire, de travailler, de faire mieux. Du coup, j'ai jamais eu ce moment où je me suis vraiment perdue, ou peut-être je me croyais hyper en haut et après je me suis cassé la gueule, ça m'est jamais arrivé. Bon, mais je pense que c'est aussi le fait d'être très entouré, mais c'est ce dont on parlait avec Sullivan, parce que mine de rien, il y a quand même un truc, et je le remarque avec toutes les interviews qu'on peut faire, dans votre groupe d'amis où vous êtes tellement comme un noyau très très dur, j'ai l'impression que vous êtes vraiment construit une secte, ouais, mais c'est un peu ça en fait, comme un espèce de truc où autour de vous il y a une grosse bulle, et ça fait qu'entre vous 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 protégez beaucoup, et je pense que vous vous aidez comme ça, quoi. Ah, mais il y a eu un moment, certes, par contre, où j'étais un peu perdue. Maintenant que je réfléchis, je me dis si il y en a eu. On y vient. Mais c'est vrai que ça a été toute l'histoire avec la Team LA, où c'est vraiment la première fois où j'avais un groupe d'amis qui comptait énormément pour moi. Et oh mon Dieu, je te jure, je peux en pleurer, c'est affreux. Non, mais t'inquiète, mais c'est... Tu veux, on parle d'autre chose? Non, t'inquiète. Et en gros, la Team LA, pour expliquer un peu, on était... Déjà, il y avait un noyau de 3 meilleurs amis, c'était Gloria, Sullivan et moi. Après, Gloria et Sullivan étaient hyper proches avec Jules, et Clara, elle était amie avec déjà nous 3. Enfin, on l'aimait bien. Et du coup, pendant des vacances, on s'est dit, moi, Jules, je l'aimais pas trop au début, on s'aimait pas trop. Mais vu qu'il était proche de mes 2 amis, je me suis dit, ok, Antonin, sois pas le mec chiant qui va dire, non, il vient pas avec nous. J'ai dit, ok, mettez-le et je vais apprendre à le connaître pendant le voyage. Et Clara aussi, on l'a ajouté parce qu'on avait vraiment des bonnes vibes. Et on est devenus hyper proches, rapidement. Et on a vécu une amitié que j'avais jamais vécu, cette sécurité d'avoir un groupe. Et vraiment, tu te dis, ce groupe, c'est toute ma vie, tu vois. Je peux tout faire pour eux et personne peut... C'est comme s'il y en a un qui s'attaque à nous, on sait qu'on a tout le groupe qui est là pour nous et qu'on a besoin de plus personne d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment une isolation en plus en étant aux États-Unis. Du coup, de s'être trouvé, de pas vouloir se lâcher. On avait des hauts et des bas, certes, mais l'amitié, elle était devenue très très forte et encore plus avec le fil du temps. Et en fait, on n'a pas du tout pensé à que les gens nous associent, tu vois. C'était absolument pas notre objectif. On était en vacances entre amis. Et certes, on mettait quelques contenus parfois, des vidéos, des stories et tout. Mais c'est les abonnés qui ont... Du coup, ils ont vu, je pense, la sincérité dans notre amitié. Ils ont vu quelques petits moments, mais il y en avait vraiment pas beaucoup. Hein. Quand on regarde vraiment l'histoire de la Team LA, il n'y a pas eu énormément de vidéos de la Team LA. Il y en a eu très très peu. Et du coup, mais c'est comme si les abonnés, du coup, ils ont créé cette team. C'est pas nous qui avons décidé la Team LA, c'est les abonnés qui ont choisi le nom. Et en fait, c'est là où notre amitié, du coup, elle était devenue publique. Et pour nous, c'est vrai qu'une fois que ça s'est passé, on en a profité. On s'est dit, c'est génial. Les abonnés, ils arrivent à avoir une amitié saine, comme nous, on est en train de la vivre.
Donc, on faisait des contenus de temps en temps et tout. Et c'est vrai, quand on a commencé à se séparer, bon, après, l'histoire, c'est l'histoire. Mais quand on a commencé à se séparer, c'était difficile d'un point personnel, tu vois, de te dire que tu n'avais plus cette sécurité de groupe, surtout que on se battait pour, et on sait très bien que à Paris, il y avait d'autres gens qui étaient extrêmement jaloux, qui étaient amis avec certains d'entre nous et qui faisaient tout pour nous séparer parce que c'était... il y a eu des gens qui sont interposés en racontant un tel dit un truc sur toi et tout. C'est un non-dit, mais c'était une évidence, tu vois. Genre, à chaque fois, il y avait toujours des petits commentaires. Et même encore aujourd'hui, il y en a des gens qui essaient de rappeler ce qui se passait à cette époque-là en disant « Ouais, mais vous étiez vraiment une secte, je sais pas quoi. » Ça se voit, ils ont porté l'œil, genre, vraiment énormément, tu vois. Mais bon, c'est pas à cause d'eux qu'on n'est plus un groupe. C'est juste que, il y a la vie, ça se passe et tout. Mais c'est vrai que, d'un point de vue personnel, c'était très difficile. Même si j'ai gardé la même amitié avec tout le monde. Mais le fait de se dire on n'a plus ce groupe sur qui on peut compter, tu vas à une soirée, tu vas quelque part, tu sais qui est appelé, tu sais que c'est ce groupe et que il y a plein de gens qui orbitent, mais ils auront jamais l'amitié qu'on avait, tu vois. Et c'est pour ça que même c'est une façon de voir l'amitié, les groupes, c'est pas forcément positif. Et je m'en rends compte après, je me dis c'était magique, mais c'est pas réaliste. Enfin, tu peux pas avoir 5 personnes et tu vas vivre un rêve pendant un petit moment, mais à partir d'un moment, c'est sûr, il se passe un truc, tu vois. À part dans les séries, quoi, Friends ou autre, tu vois, mais c'est pas réellement c'est pas la réalité. Et ça a été hyper difficile en plus parce que du coup, c'est là où vraiment j'ai ressenti l'aspect de l'opinion publique qui arrive dans notre groupe, c'est que en plus, t'avais tout le monde qui faisait leur théorie, qui disait leur truc, qui s'énervait contre certains membres et qui, tu vois, même si j'étais pas au cœur de ça, parce que Sullivan et moi, on était impartiels, ça a été hyper difficile, tu vois, de voir des amis à moi qui s'en prenaient plein la gueule et d'autres qui s'en prenaient... C'était horrible, genre, jamais on s'était dit que ça aurait été quelque chose comme ça. Et le fait qu'en plus, ça fasse du mal à des gens tu vois. Ouais. Donc là, c'est le moment où t'as senti un peu, une petite descente, un petit... En fait, j'ai senti... c'est ça un peu de m'être perdu, tu vois, de m'être dit, genre, dans ma vie, genre, c'est hyper difficile parce qu'on n'a plus ce groupe. Comment est-ce que je fais pour... C'est comme une rupture amoureuse un peu, parce que tu sais, on dit souvent quand les gens ont du mal à rompre parce qu'ils se disent mais comment je vais faire pour vivre sans la personne et tout, c'est un peu ça en fait au final. Ouais, c'est ça, et surtout qu'on était dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire qu'on était totalement dépaysés quand on allait en voyage, et du coup, c'est là où ça crée un truc d'hyper fort, et après, écoute, c'est bien que tu parles de tes amis, on va parler de tes amis de façon positive. Ouais. On va faire un petit jeu. Alors, je prends la casquette magique. On aime bien faire des jeux avec les petites casquettes ici. Je twiste un peu. Alors, le principe, on va faire un petit qui de nous deux. Non, pas du tout. Qui est le plus, pardon. Qui est le plus. Le principe, je vais te donner des caractéristiques, qui est le plus drôle, le plus fêtard. Tu vas tirer 2 noms dans la casquette. Ce sont des noms de gens que tu aimes bien a priori. Okay. Et tu vas me dire qui est le plus, patati ou patata. Génial. C'est clair ? J'ai trop hâte. Vas-y, allez, qui est le plus travailleur ? Ok, qui est le plus travailleur ? Bon, si Alena, vous savez la réponse. Hein. Alors, Anna RDR, ma vie. Ou Clara. Oh là là, Clara Mars, du coup, j'imagine. C'est ouf, mais je pense à l'intérieur... Non, en fait, c'est la réponse, je pense qu'elle va surprendre, mais je pense qu'Anna RDR, elle est plus travailleuse que... Mais du coup, c'est intéressant que tu dis ça, parce que tu dis ça va surprendre. Est-ce que tu as l'impression qu'Anna, on a moins l'impression qu'elle bosse ou... En fait, c'est ça, c'est que Anna, vu qu'elle est très, très authentique, très, très naturelle, ça donne cette impression que c'est hyper facile, c'est spontané et tout. Ouais, okay. Mais en soi, ça fait des années qu'elle est là, qu'elle met des vidéos, c'est rare qu'elle fasse des pauses. En story, elle est active. Je trouve qu'elle est hyper travailleuse. Clara, je pense, elle a une âme de travailleuse. Et elle est aussi extrêmement travailleuse, mais pas maintenant même. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, donc, Clara, elle mène des projets, disons, sur le long terme, alors que c'est vrai qu'Anna, elle est quand même en flux tendu, parce qu'elle a et son école. C'est vrai qu'il faut le dire, Anna, elle a quand même... c'est ça. Elle est étudiante encore. Tu te rends compte, là, tu me le rappelles, j'avais oublié. Je suis là pour ça. Allez, qui est le plus ou la plus colérique ? Le plus là, il y a du thé, là. Ouf. Qui s'énerve rapidement, faut que je fasse attention à ce que je dis. Bilal ou Roubaba. Même pas d'hésitation. Non, mais Bilal est quand même... Bon, il peut s'énerver comme tout le monde peut s'énerver avec moi. Il s'est jamais énervé depuis des années d'amitié. Roubaba,
je pense que c'est une personne qui est très juste, donc elle va pas faire une scène pour rien, tu vois. Ouais. Genre, elle va pas être là en mode faire des dramas pour faire des dramas. Mais je pense que s'il y a une embrouille, Rubaba, ouais, elle aurait pas peur voilà, d'aller dans l'embrouille. D'aller au clash, quoi. Ok. Qui est le plus ou la plus drôle? Léo la plus drôle, oh mon Dieu, j'espère ne pas blesser quelqu'un. Spark Dice, très très drôle. Enjoy Phoenix. Non, en fait, elle est très très drôle dans la vraie vie. Mais bon, Spark Dice, c'est vrai que c'est un humour dans lequel je m'identifie énormément parce qu'il y a beaucoup de références pop culture, il y a beaucoup de références d'expressions actuelles. Et Spark Dice est vraiment hilarant. Marie, vous êtes dans la même agence avec Marie? Ouais, exactement. Mais t'as pu la découvrir un peu plus, non? Ouais, Marie, j'ai pu... je l'ai vue pas mal de fois. Et en fait, tous les préjugés que j'ai l'impression que l'Internet a, ou même que des gens qui l'ont à peine vu ont, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment faux. Enfin, dans la vraie vie, elle est honnête, elle est sincère, elle est vraie, elle est drôle. Enfin, il y en a plein, vu que c'est la number one, ils se disent, pour être la numéro 1, elle a dû en faire des... Tu vois, des vertes et des pas mûres. Ouais, des coups de... Et je trouve que, bon, après... Je sais pas, honnêtement, sincèrement, je sais pas, mais de mon avis, quand je l'ai rencontrée, si j'écoute pas les histoires que d'autres gens peuvent dire, etc., je la trouve vraiment sincère, vraie, honnête et sympathique. Je l'imagine pas être jalouse ou concurrent. Les gens, ils ont l'impression qu'elle est en concurrence, qu'elle veut vraiment être la numéro 1. Mais je pense qu'elle est... Après, le problème, c'est qu'une fois que t'as il y a un a priori qui existe, après les gens, ils se montent la tête et tout, et ça part sur un truc... C'est ça. Ok, le ou la plus drama queen? Ouh, ça, on sait que c'est moi. J'ai même pas regardé les noms. Paola, assez drama queen quand même. Ou Sullivan. Attends, j'essaie de penser. Vas-y, on a le temps. Sullivan, il est quand même plutôt calme. Donc, je dirais Paola. Paola, je l'imagine pas être... Mais en fait, drama queen, ça dépend de ce qu'on veut dire par drama queen. Parce que drama queen, ça veut pas dire une personne qui aime les conflits. Parce que moi, on me catégorise de drama queen, mais je déteste les conflits. Qui est faite, qui est too much, qui est machin. Voilà, Paola, elle est clairement too much. C'est-à-dire que Paola, je sais pas, elle est tout le temps active, elle est tout le temps dynamique, elle en fait parfois des caisses, mais d'une manière qui est drôle. Et ouais, je dirais que Paola est quand même plus drama queen que celui. Dépensier. Oula, il y en a beaucoup, hein. Voyons, qui est dépensier entre Gloria et Lena? Gloria, sincèrement. Ouais? Ouais, quoique Lena, je l'ai vu lâcher pas mal de billets, mais... sincèrement, cette question est vraiment difficile, parce que les deux, elles aiment acheter des trucs de valeur. Et tout, ouais. Mais... Bah, ça peut être les deux. En fait, parce que j'aurais dit Gloria avant, mais c'est vrai que Gloria, elle s'est pas mal calmée dernièrement. Donc maintenant, ce serait Lena. Mais les deux, elles ont des âmes de dépensières et d'acheteuses. Le ou la plus sensible? Voyons. Donc, le ou la plus sensible entre Oria, elle a vraiment un très grand cœur, ou Jules. Oria, elle est plus, je pense, elle est plus sensible que Jules. Jules, il est plus susceptible. Mais Oria est plus sensible. Ça fait quelques mois maintenant qu'avec Oria, j'ai l'impression que vous vous fréquentez un peu plus et tout. Avec Amy, je vois ça sur les stories. Ouais. C'est cool. Grave, parce que Oria, je l'aime tellement. En plus, je la suivais quand j'étais petit et tout. Et je me disais, enfin petit, j'étais vraiment petit. Mais pendant que j'étais ado, et je la trouvais tellement franche et honnête, quoi. Elle disait son avis et c'est comme ça. Et à l'époque, c'était tellement rare de trouver quelqu'un qui transmettait ça, même si maintenant c'est beaucoup plus récurrent. Et je suis trop content maintenant, je l'aime trop. Genre, on est... Ah bah, c'est cool. Et allez, le dernier, le ou la plus mature? Ok, dernier. Le ou la plus mature, entre Alix Gavoil ou Chloé B. Chloé, elle est quand même plus mature. Chloé, ça fait longtemps que tu as mis avec elle aussi. Ouais, tu la connais depuis la nuit des temps, Chloé, j'ai l'impression. Ouais, depuis 2017, il me semble. C'était une des premières avec qui tu as été amie sur YouTube, quoi, non? Non, c'était pas une des premières, mais elle est arrivée un peu en milieu, quoi. Ok. On va dire. Ok. Tout à l'heure, on parlait de l'exposition de la vie privée, de la vie publique et de comment tu avais vécu un peu tout ça, notamment avec la team LA. Est-ce que quand tu parles de sujets qui peuvent être touchy ou que tu n'as pas envie d'exposer sur les réseaux avec tes proches, tu as peur parfois que ça puisse sortir?
Je pense à un truc tout bête, en fait, quand j'ai écrit cette question, je pensais à ça, à Marie Enjoy Phoenix, qui pendant longtemps a caché qu'elle fumait parce qu'elle voulait pas donner le mauvais exemple. Et donc je me suis dit, ça veut dire que si elle est avec ses potes ou des gens qu'elle connaît très peu, peut-être qu'elle hésitait, tu vois, à montrer qu'elle fume, parce que elle avait peur que ça se retrouve sur les réseaux. Est-ce que toi, il y a certaines choses comme ça que tu hésites dont tu hésites à parler librement parce que tu te dis, potentiellement, un jour, ça pourrait sortir et tu vois, la différence d'une personne qui a un métier plus classique, quoi. Ouais, bah écoute, pas forcément. Après, c'est vrai, il y a toujours cette peur constante qu'on te filme à ton insu, tu vois, des trucs comme ça, où bah, t'as pas envie, tu vois, de voir des images de toi quand t'as pas donné ton accord pour qu'on te filme. Donc évidemment, s'il y a des images de moi dans la rue, qu'on me voit de loin et tout, je suis là en mode... C'est flippant, genre, pourquoi vous êtes pas venu me voir plutôt que filmer de loin? Mais par rapport à des trucs, par rapport à moi-même, évidemment, je dis pas tout et il y a encore plein de trucs que j'ai à dire. Mais j'ai hâte de le faire. En fait, c'est pas comme si j'avais peur que y a un truc qui fuite et tout. Après, par contre, c'est vrai que si j'ai des trucs à dire, je préfère beaucoup plus les dire moi-même et c'est important. Donc, j'ai pas une peur, mais j'ai quand même plein de trucs qui sont privés et que je dévoile pas. Mais après, c'est vrai que je pense que là, je suis pas en couple, je suis célibataire, mais si j'étais en couple, c'est vrai que bah, après avoir vécu ça en amitié, tu vois, après avoir vécu une amitié qui était genre publique et que du coup en plus, genre tu t'en reprends une de par l'opinion publique et tout, des gens qui viennent se mettre dans ton histoire, etc. Et je leur en veux pas parce que quand tu partages, bah évidemment c'est normal de vouloir savoir, de vouloir demander ou de se faire ses avis. Enfin c'est Internet quoi. Et mais en couple, c'est vrai que je pense que là, ce serait peut-être un cas de figure dans lequel je préférerais garder ça privé. Est-ce que ce serait garder privé en mode on dit qu'on est célibataire ou est-ce que c'est juste dire ok je suis en couple mais vous ne verrez jamais cette personne? Ah je dirais que je suis en couple. Ouais, tu le dirais quand même parce qu'il y a deux trucs. Ouais. Et il y a un truc dont tu as parlé récemment et je suis vraiment contente que tu aies pu en parler librement, c'est la chirurgie. Ouais. Parce que c'est un truc que tu as fait et que tu assumes. Et il y a peu de gens quand même qui assument la chirurgie sur YouTube. Est-ce que tu as hésité avant de le faire et qu'est-ce que ça t'a fait d'en parler? Ok. Donc, c'est pas réellement de la chirurgie, même si c'est le même concept, mais la médecine esthétique et la chirurgie, c'est différent. En gros, chirurgie, c'est quand, pour ceux qui savent pas, c'est quand vraiment il y a une anesthésie générale. Donc, ton corps doit être endormi pour qu'il y ait du travail qui soit fait, que les gens sortent le bistouri. Mais médecine esthétique, c'est généralement un truc qui est temporaire. Du coup, moi, la médecine esthétique, je l'ai fait uniquement sur mes lèvres. Du coup, là, j'en suis à je sais pas combien d'injections, sincèrement. Et alors, pourquoi est-ce que j'en ai parlé? Pour moi, c'était une évidence. Je me disais, si je vais le faire, c'est sûr que je vais en parler. Pas parce que je vais, pas pour le promotionner en mode oui, venez, ça va, j'ai trouvé une solution à vos complexes. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'évidemment, les gens, ils vont le remarquer. Enfin, autant donner tes explications. Et en fait, justement, en faisant une vidéo, en donnant des explications, en me disant comment c'était mon complexe depuis que je suis petit, que même ma famille le sait, que ma cousine, elle m'a dit, genre, quand t'es né, t'as dit, lève, botox, parce que j'avais rien. J'avais absolument rien. C'est-à-dire, c'était une ligne. Je t'enverrai des photos si tu veux en ajouter sur l'écran. Avec plaisir. Parce qu'il y avait absolument rien. Du coup, je me suis dit, à la limite, si je fais une vidéo en expliquant, les gens, ils se disent, ouais, t'es en train de le promotionner, mais c'est justement le contraire. En train de donner tes explications, tu dis, genre, que c'était un réel problème. Et du coup, les gens, ils vont se dire, ok, bon, est-ce que c'est vraiment un réel problème? Est-ce que j'ai besoin de le faire? Et ça m'a permis aussi d'envoyer un message d'acceptation en assumant réellement que, j'ai pas réussi à m'accepter, tu vois, accepter ce complexe. Oui, et puis aussi, je trouve de dire que sur les réseaux, peut-être que des gens qui vont voir ta photo vont dire, oh, il a des trop belles lèvres. Si on sait qu'il y a eu des petites piqûres, bon, les gens vont se dire, ah oui, il a trop belles lèvres, mais du coup, il y a eu un petit peu de travail aussi dessus. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a aussi ce souci d'honnêteté, qu'on peut reprocher parfois à certaines personnes en disant, oui, mais elle a un corps de rêve, mais elle a eu X lipo, X. On s'en fiche, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais juste au moins de l'assumer pour que les gens ne soient pas tronqués dans la lecture du truc, quoi. C'est vrai que c'est important, hein. Je pense que c'est important d'être honnête. Et par contre, c'est vrai que c'est un énorme motif que l'internet essaie d'utiliser par jalousie en disant moi aussi si je me faisais ci et ça je ressemblerais à ça. Mais la personne, si elle a posté sa photo Instagram, elle a aucune intention d'éveiller de la jalousie dans des gens. Elle poste sa photo Instagram pour elle-même. Mais les personnes, ils vont prendre ça et ils vont donner son avis parce qu'ils se comparent alors que t'as pas à te comparer, quoi. Enfin. Au niveau de ta chaîne, est-ce qu'il y a une vidéo sur laquelle tu t'es dit genre là, cette vidéo-là, il y a un petit truc, c'est en train de marcher, quoi?
Sincèrement, non. Ça s'est fait progressivement. Ça a été hyper progressif. Ouais. Par contre, évidemment, il y a eu l'effet Amour, Gloire et Excès. Et faut savoir que quand j'ai mis mon premier épisode d'Amour, Gloire et Excès, j'avais pas du tout prévu que ça soit une série. Ouais. C'était un vlog au Mexique que j'avais monté d'une façon un peu différente. Je m'étais un peu amusée. Et je me suis dit, bon, j'ai tellement travaillé sur ce truc, je vais pas écrire vlog Mexique. Dans mon titre, c'est mort. Parce qu'il va y avoir 2 clics. Non. J'ai dit, je vais faire comme si c'était une série parce que je l'avais monté un peu comme un épisode d'une série. J'ai mis Amour, Gloire et Excès. Et là, et j'ai mis épisode 1 pour que les gens ils se disent, OK, c'est un épisode. Et en fait, le truc, c'est que l'harcèlement que j'ai eu, c'est quand l'épisode 2. Et j'ai répondu, en plus, je suis sûre, il y a encore mon commentaire dans l'épisode 1 où je dis non, mais les gars, il y aura pas d'autres épisodes. Genre, c'est juste, je voulais juste montrer que, ouais. Et après, finalement, je me suis dit, mais attends, il y a mon anniversaire, j'ai ce voyage. Je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas plus? En fait, ce qu'il faut expliquer pour ceux qui connaissent pas ces vidéos-là, je vous mettrai la playlist dans la barre d'infos, mais les épisodes Amour, Gloire et Excès, c'est des sortes de vlogs où, c'est des vlogs, mais genre, le high level du vlog, tu vois, le vlog plus, où Antonin est avec tous ses potes, c'est souvent des trucs où il y a 15 000 personnes, où c'est monté en mode, alors là, dans cet épisode, il y a telle personne, il va se passer ça, et tu suis ça, c'est genre un épisode de série, ça dure 45 minutes, et t'es dans le truc, tu regardes, c'est mieux que Netflix, quoi. Moi, je kiffe. Merci, ça fait trop plaisir. Trop. Comme toi, je trouve que tes interviews, elles sont mieux que beaucoup de trucs qu'on voit à la télévision. Bah écoute, un grand moment d'autocongratulation, ça me fait plaisir. Au niveau du pro, maintenant, j'aime bien aborder cet aspect-là avec tous les créateurs que je reçois, parce qu'il y a plein d'agences différentes, il y a des gens qui bossent en indépendant, il y a plein de façons de travailler. Et du coup, aujourd'hui, t'as signé dans l'agence Point d'Orgue, donc il y a des très très grosses agences en influence aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a fait signer chez eux? Est-ce qu'avant t'étais en agence? Est-ce que t'étais en indépendant? Comment ça se passe pour toi au niveau pro, quoi? Ok, donc avant Point d'Orgue, j'étais dans une autre agence pendant une année, mais bon, tu vois, c'était les débuts, il se passait pas énormément de choses, donc j'avais quitté. Et j'ai décidé d'être en agence quand justement je travaillais à Los Angeles pour l'entreprise Women Feed. Et c'était impossible pour moi de tout gérer, c'est-à-dire qu'il y avait des messages avec des marques avec qui j'adorerais travailler. Et vu que j'étais centré dans mon stage, j'arrivais pas à répondre aux marques et je me rendais compte genre 1 mois après, oh mon Dieu, mais j'ai pas répondu à cette marque qui sont des marques que j'adore. Et c'est là où du coup j'ai signé chez Point d'Orgue, j'ai rencontré mon agent qui s'appelle Karine via un contact commun qu'on a qui nous a mis en relation. Je voulais absolument pas passer par les agences qu'on connaît tous, etc. Et pourquoi tu voulais pas ça? C'est intéressant. Pourquoi? Parce que à l'époque où j'ai signé en 2017 aussi, on n'avait pas des crédibles. D'accord. C'était les grands groupes, M6, TF1, tout ça. J'ai rien contre eux, mais c'est vrai qu'ils font, trop gros. Tu te dis genre, s'il se passe une merde, je vais devoir négocier avec une 50aine d'avocats ou je sais pas. Non, moi je veux un truc humain, je veux avoir une liberté de création et tout, et c'est pour ça que j'ai rencontré Karine et que j'ai signé dans son agence qui est la meilleure agence pour moi au monde, parce que Karine, elle a une manière de travailler qui, je trouve, est différente des autres agences, et que il y a plein d'agents qui sont comme ça aussi, mais c'est un truc que j'avais pas vécu avec d'autres échanges, et même quand je parlais avec des amis et tout, je me rends compte que j'ai de la chance d'être chez elle. C'est que, en fait, elle a vraiment compris que c'est en envoyant du positif qu'on reçoit du positif, comme dirait Léna, plus égale plus. Mais elle est extrêmement bienveillante dans les échanges des mails. Même quand je regarde les mails, je me dis, waouh, genre même si elle va devoir refuser un truc ou dire, ça, ce sera pas possible, il y a pas assez de budget ou quelque chose, elle va le faire avec énormément de bienveillance. Et c'est ce qui fait par derrière les plus beaux projets et qui fait qu'on peut retravailler avec des marques dans le long terme et tout. Et elle comprend vraiment ma vision, elle est vraiment là pour me défendre, pour défendre ma création, les choses que je veux faire et tout. Est-ce qu'elle a un droit de regard sur tes vidéos? Genre, est-ce que s'il y a un truc qui va pas, elle peut te dire là, c'était pas terrible? Vous avez déjà eu ce type de truc à un moment? Quand je lui demande son avis, oui. Mais sinon, elle va pas m'imposer son avis sans que je lui demande, parce que c'est la base d'être représentée, c'est que c'est important que la personne, déjà, elle respecte ce que tu veux faire, elle respecte ce que tu veux créer. Enfin, pour moi, c'est assez important. Je préfère que quelqu'un me conseille, mais me dise pas tu devrais faire ci ou ça, parce que ça va énormément limiter ma créativité. Et c'est vrai que quand je lui demande son avis, évidemment, elle va être totalement honnête. Elle va me dire ça, bon, bof. Enfin, c'est surtout par rapport à comment ça peut être vu par les marques. Donc elle va me dire, par exemple, la vidéo où j'ai parlé de mon addiction, tu vois, je lui ai dit,
je sais que cette vidéo, elle va aider énormément de gens à ne pas se sentir seuls et aussi à prévenir face aux addictions. Mais j'ai peur pour les marques. Elle m'a dit, certes, c'est une vidéo, ça va pas ajouter une plus-value face aux marques, tu vois. Mais elle me dit, mais d'une autre partie, ça va t'apporter en authenticité, en honnêteté. Et après, tu feras plein d'autres contenus qui vont faire que tu seras connu pour autre chose que ça. Elle m'a dit, j'en suis convaincue. Donc ouais, elle donne son avis, mais elle va pas être non plus hyper catégorique en mode... Donc c'est important d'avoir quelqu'un aussi qui t'aide. Pour les Amour, Gloire et Excès, comment tu t'organises? Je pensais à ça, vu qu'on en parlait tout à l'heure, au niveau du montage, au niveau des miniatures. Est-ce que tu fais tout seul ou est-ce que tu es aidé sur certains points par des gens? Alors comment est-ce que je m'organise? Mal, très mal, à un point où je pousse mes limites jusqu'à ne plus en pouvoir. Je fais tout seul, du tournage au montage, à l'organisation, à tout. De toute façon, le tournage lui-même, c'est hyper naturel, c'est-à-dire que tu me mets quelque part avec mes amis, il va se passer des trucs. C'est-à-dire que c'est ouf parce qu'à chaque fois, j'ai cette petite appréhension parce que vu que on prépare pas le voyage, on sait absolument pas ce qui va se passer. Je me dis, j'espère qu'il se passera des choses et tout. Je finis le voyage, je me dis, ouais, il s'est passé quelques trucs. Je regarde les images et je me dis, putain, il s'en est passé des trucs, tu vois. Les vlogs, c'est pareil. Au début, je regarde, je dis, oh là là. Et puis en fait, le montage, ça fait tellement tout aussi. Tu peux arriver à faire des trucs de ouf. Est-ce que parce que financièrement, c'est quand même un budget, cette histoire, parce que quand tu pars à droite à gauche et tout, tu payes tout. T'as jamais pensé à mettre une prod ou alors à mettre une marque là-dedans pour t'aider financièrement à faire grossir Amour, Gloire, Excès, justement? Évidemment, ce serait mon rêve parce que le potentiel, je le vois et les abonnés, ils le voient. Mais d'une autre partie, je suis là encore à filmer avec ma petite caméra, le Canon EOS Mark II, tu sais qu'on a tous. Et les images, parfois, elles sont floues. Évidemment, je peux pas tout filmer. Je sais qu'il y aurait énormément de choses à faire si derrière, il y avait une production, si c'était financé. Mais je suis là avec ma petite caméra. Maintenant, c'est difficile de trouver des marques et des financements parce que le contenu, tu sais pas ce qui va se passer à l'avance. Donc, à moins qu'il y ait un début d'épisode qui soit scripté, mais j'ai pas envie de faire ça, la marque, elle sait pas comment se positionner parce qu'elle sait pas ce qui va se passer à l'avance. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as envie de vivre à l'étranger? Est-ce que tu penses que tu partiras de la France un jour? Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Tirer vers où? Aux États-Unis. J'ai envie de dire Los Angeles, mais le truc, c'est que Los Angeles, on sait parfaitement qu'il y a littéralement 2 plaques tectoniques qui vont exploser à un moment et la ville, elle va être détruite. C'est une belle vision. Non, mais c'est vrai, on le sait. Genre, tout le monde le dit, ils savent juste pas quand est-ce que c'est. Ça pourrait être demain, comme après-demain, comme dans 20 ans. Du coup, c'est vrai que ça fait peur. J'ai l'impression que les gens là-bas, ils oublient, qu'il y a the big one qui va arriver et qu'ils vont peut-être... J'ai envie de te dire, vaut mieux parce que si tu penses à ça toute la journée, effectivement, ça peut être un peu angoissant. C'est ça, mais tu te dis aussi, pourquoi j'irais habiter là alors qu'il y a ça? Mais d'une autre partie, c'est l'endroit que je préfère au monde. Donc, peut-être à LA? Je sais pas quand, mais ça va réarriver. T'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur le fait que t'aies perdu un petit peu de poids quand t'as réussi à poser tes valises à un endroit, à arrêter de vivre dans des Airbnb à droite à gauche. Quelle image tu penses renvoyer aujourd'hui à tes abonnés, que ce soit physique ou à l'intérieur, tu vois? Et est-ce que tu penses qu'elle est semblable à l'image à ta propre image, que toi tu te renvoies? C'est hyper intéressant que tu me demandes cette question parce que c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait quand même un assez grand décalage entre ce que certains peuvent penser, les gens qui n'ont pas regardé vraiment mes vidéos ou qui voient juste, qui tombent sur l'Instagram ou qui regardent un peu le TikTok ou qui regardent même Amour, Gloire et Excès, qui est un contenu dans lequel il n'y a pas réellement de... Enfin, il y a des histoires, il y a des péripéties, mais il n'y a pas forcément de fond. Genre, je dévoile pas mon cœur dans Amour, Gloire et Excès, c'est plus des soirées, des trucs et tout, tu vois. Et depuis que j'ai commencé à me maquiller et tout, enfin quand je fais vraiment ma full face, donc c'est-à-dire pas maintenant mais quand il y a le contouring et tout, c'est vrai que ça renvoie une image qui est assez forte envers les gens et qui leur évoque des trucs qui sont pas forcément positifs. Déjà ils vont se dire genre ça a l'air d'être une personne hautaine, ça a l'air d'être une personne superficielle parce qu'il se maquille. Ça a l'air d'être fake ou hypocrite, tu vois. Dès que j'ai commencé à me maquiller, il y a eu cet avis qui a commencé à émerger. Mais du coup, il y en a plein qui étaient choqués parce que pendant toute une partie de ma carrière YouTube, ils se sont abonnés à un Antonin qui ressemblait pas à ça. Et je trouve ça tellement dommage parce que je sais que à l'intérieur de moi, j'ai tellement évolué d'une manière positive
dans comment j'agis, dans les valeurs que j'ai, ce que je défends, comparé à avant. Mais juste parce que je me maquille, les gens, ils pensent autre chose, tu vois. Ouais. Mais bon, après, c'est aussi, je pense, à moi d'arriver à plus m'ouvrir. Donc, je leur en veux pas, tu vois, parce que parfois, c'est difficile de casser des préjugés que tu peux avoir. Et quand on voit quelqu'un, bah, parfois, on essaie de se faire un avis. Du coup, on va réfléchir à tout ce que la personne nous évoque via son physique ou via comment elle se présente, comment elle s'habille ou comment elle se maquille. Mais c'est à moi, du coup, de peut-être un peu plus montrer, comme on m'a dit, comme on a dit, mon cœur, mes valeurs, ce que je pense. Et justement, vers quoi tu voudrais faire évoluer ton contenu à moyen ou long terme? Est-ce qu'il y a des vidéos que tu voudrais faire? Est-ce qu'il y a des associations, des causes pour lesquelles tu voudrais t'engager? Par rapport au contenu lui-même, j'ai envie de continuer comme ça, même si là j'ai dit ouais, il me voit d'une façon, on m'a dit il est too much et tout. J'ai envie de continuer le personnage de too much et drama queen parce qu'il est amusant et divertissant. Mais en soi, tu sais, depuis tout à l'heure, tu parles de personnage, mais je pense que c'est juste en fait que tu accentues genre à l'extrême certains traits de ta personnalité. Donc c'est toi, mais juste vu que c'est des vidéos courtes, tu vois, genre de 10 minutes, bah paf, on va dans le cœur du truc et on met à fond. C'est ça, je pense qu'il faut arriver à faire la balance. C'est que quand on fait une vidéo YouTube, on doit tout donner pendant 10 minutes genre, pour que ce soit hyper divertissant. Enfin, en tout cas, toi, c'est comme ça que tu conçois tes vidéos. Et donc forcément, c'est vrai t'es pas comme ça dans la vraie vie. Enfin, je veux dire, Antonin, il n'est pas arrivé en parlant hyper cuté. Alors, salut les gars, aujourd'hui, on va parler de... Voilà. C'est ça. Bon, après, je peux l'être aussi parce que c'est un truc que j'ai en moi, le fait d'être too much et tout. Même mes amis et tout, les gens qui me regardent pas forcément sur YouTube, ils disent tout le temps, Queen, il fait, tu vois, mais je sais pas pourquoi. Mais bon, bref, anywho. Mais t'as totalement raison par rapport au fait que on exagère, enfin, il y a une partie de too much qu'on va faire selon ce qu'on veut voir, enfin, selon comment on verrait notre contenu. Maintenant, les causes que j'aimerais défendre, c'est vrai que c'est une question, je me la suis beaucoup posée, parce que même s'il y a plein de choses que j'aimerais défendre, plein de choses qui m'énervent dans le monde et j'aimerais que ça change, et ça, c'est, je pense, nous tous, mais j'ai réfléchi, je me suis dit, tu peux pas tout faire. Tu peux pas, parce que si je pense à toutes les causes, finalement, t'en défends aucune. Du coup, c'est vrai que j'ai réfléchi, je me disais, mais ce qui m'importe le plus, ce serait tout ce qui est santé mentale, tout ce qui est bien-être. Enfin, tu vois, c'est vraiment le sujet qui peut vraiment me faire vraiment du mal, tu vois, quand je vois des articles de jeunes qui suicident ou de choses comme ça, tu vois, ça me touche énormément et genre c'est un truc dans lequel j'aimerais vraiment m'investir, et aussi pareil, les addictions, etc. C'est toujours dans le même sujet. De la santé mentale, donc ce serait toutes les causes par rapport à l'humain. C'est les inégalités genre humaines, genre le fait que des personnes peuvent se sentir vraiment mal, le harcèlement, tout ça. C'est le genre de cause dans lequel j'aimerais utiliser le plus ma plateforme, et dans lequel je pense aussi ma plateforme serait la plus intéressante parce que tu peux communiquer, tu peux parler, donc justement tu peux aider par rapport à ce genre de cause. Et pendant le confinement, j'ai regardé un peu tes lives et je suis tombée sur un live où tu disais que tu aimerais bien créer une marque. Et là, je me suis dit, mais dites donc, on va noter tout ça. Alors, ce serait quel type de marque que tu aimerais créer dans l'idéal? Donc, j'ai une idée d'un projet de marque, ça fait longtemps que je l'ai, mais c'est très très difficile à concevoir et à créer. Donc, ça n'a pas été fait avant, mais évidemment, si je sors un produit, ça ne sera pas quelque chose que les autres font. J'adore la nouveauté, j'ai envie d'avoir un petit truc, voilà. Enfin, j'ai pas envie d'aller dans les détails, je te dis pas. Je comprends, mais juste genre, le projet est un peu avancé, quoi. Ouais et non. D'accord. Donc, pour l'instant, ça peut être littéralement dans 10 ans. Okay. Ne vous attendez à rien. D'accord. Bon, on espère que ça viendra vite, alors. Voilà. Bon, écoute, je voulais qu'on termine par faire un petit tag. J'aime bien faire les petits tags à l'ancienne. Yes, go. Donc, on va faire un tag qui s'appelle, ta dernière fois, je l'ai vu sur la chaîne de Marie, Enjoy Phoenix, une des premières qui a partagé ce tag-là. Donc, je vais te poser des questions par rapport à tes dernières fois. Tu me réponds, et voilà, on fait le tag. C'est parti. Mais tu réponds aussi, toi. Bah, je pense que les gens s'en foutent, hein. Mais non, ils s'en foutent pas. Ah bon, c'est toi l'invité. Okay. Si tu veux, on se le fait après. Bon, s'il y a une question dans laquelle tu veux répondre, Ok, d'accord. Ok. Alors, ta dernière collab? C'est avec une marque dont je suis trop contente. Non, mais après, ça va faire le partenariat dans ta chaîne. Ah ben non, mais t'inquiète. Ok, parce que sincèrement, ma dernière collab, genre, je suis tellement contente de travailler avec eux. C'est Audible. C'est une application de livres audio. Les livres audio, bah oui. Du coup, voilà, en plus, je peux proposer un mois à mon audience, donc je suis trop contente. Bah non, bah c'est cool. Gratuit. La dernière vidéo que t'as regardée?
La dernière vidéo que j'ai regardée, donc c'était juste avant de venir ici. Non, dans le Uber, j'ai écouté un podcast. Et juste avant, j'ai regardé une vidéo genre de drama américain ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment mon péché mignon, il faudrait que j'arrête. Non, mais les dramas, en fait, tu regardes parce que t'es obligé de regarder. Tu vois, quand il se passe des trucs sur Twitter et tout. Mais c'est très négatif pour soi-même, genre. Mais surtout que tu te mets à la place des personnes. Et toi, en plus, toi, t'as déjà été quand même un peu dans la sauce et tout avec la team Ella. Et tu te dis, oh, voilà, c'est les autres, quoi. Ouais. Le dernier gros projet que tu as refusé, alors sans nous dire la marque, parce que peu cher, voilà. Mais est-ce qu'il y a un projet, en nous expliquant un peu le concept, que voilà, t'as refusé et pourquoi? Je sais pas. Bah, en fait, il y en a beaucoup, tu vois, au quotidien, parmi les emails et les trucs, il y en a énormément. Parce que c'est des trucs, soit dropshipping, soit c'est des marques qui vont pas intéresser mon audience, soit il n'y a pas assez de budget. Je saurais pas dire, en fait. Il faudrait que je demande à mon agent, parce que mon agent, elle sollicite pas mon temps pour m'envoyer enfin, je regarde parfois la boîte mail, je dis, bon, ça c'est nul, et c'est pour ça qu'elle m'en parle pas. Elle m'en parle vraiment quand il y a du concret et quand elle a déjà négocié le budget pour, mais que j'ai refusé. Non, soit il y a des trucs qui sont en cours et je sais pas encore si je les accepte ou pas. Comme d'habitude, c'est ça mon problème, c'est que à chaque fois je me dis genre, est-ce que je parle. Je suis hyper sélective avec mes partenariats, du coup. T'en fais pas énormément non plus. Non, c'est pour ça. Ouais. En fait, je préfère beaucoup plus faire un partenariat qui va me permettre de créer une vidéo. Je préfère beaucoup plus les partenariats sur YouTube, pas parce que ça rapporte plus, bon certes ça rapporte genre 4 fois plus que sur les autres réseaux, mais ça permet vraiment de faire un contenu où tu peux prendre une partie du budget et le mettre dans le contenu lui-même, et ça fait une collaboration qui est géniale entre la marque et tes abonnés, où ils ont un contenu qui est plus travaillé que ce qu'ils verraient d'habitude parce qu'il y a pu avoir un petit budget dessus. Et d'une autre partie, pour la marque, c'est parfait parce qu'ils ont une vidéo travaillée. C'est vrai. Et ton dernier achat luxe? Mon dernier achat luxe, c'est mon sac à dos Balenciaga que j'ai acheté en rentrant de soirée, le lendemain de soirée, sans avoir dormi. Et je l'ai regretté le lendemain. Tu l'as regretté, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as regretté? Ouais, j'ai regretté l'achat parce qu'on dirait littéralement un sac à dos Eastpak, mais au prix de... Voilà. Je l'ai regretté, mais d'une autre partie, ça faisait très très longtemps que je voulais un sac à dos pour voyager et tout. Et le voir, je me dis, ok, j'ai hâte que les frontières se réouvrent un peu partout, même si elles sont réouvertes en Europe, et qu'on puisse voyager. Bon, bah c'est cool. Écoute, Antonin, ça y est, on a fini notre... ça fait un petit moment qu'on papote. Alors moi, quand on termine l'interview, j'aime bien demander aux gens qui ils aimeraient bien voir à cette place, à ta place. Donc fais-moi une petite sélection, puis du coup, je pourrais envoyer des invitations, moi, derrière. Alors... Il y a plusieurs gens que j'aimerais voir. Déjà, je sais que tu l'as déjà eu, mais j'adorerais revoir Léna et voir que tu poses des questions qui ont été très similaires de la dernière interview et de voir si ses réponses ont changé. Tu vois? Un peu comme Billie Eilish, elle fait chaque année que son audience, elle évolue. Quoi. Voilà, bah, écoute, Léna, si tu veux bien faire un petit reboot, tu es la bienvenue. C'est ça. Après, mon amie Gloria, j'aimerais énormément la voir ici parce que elle aurait... Enfin, là, pour le coup, je pense que ça intéresserait beaucoup les gens parce qu'il y a beaucoup... Enfin, Gloria a tout un univers qu'elle partage pas forcément. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je suis trop contente qu'on ait pu faire cette interview. Moi aussi, vraiment. Merci à toi. On a tellement papoté, ça fait des heures qu'on est là, mais on kiffe sur notre petit canapé. Donc, bah écoute, merci beaucoup. Je vous mets tous les réseaux sociaux d'Antonin, toutes les vidéos, les gens dont on a parlé, tout ça, c'est dans la barre d'infos, vous allez checker. Je te laisse finir la vidéo. Je te laisse le mot de la fin. Bah déjà, abonnez-vous à Alix, activez sa cloche de notification. Vous vous rendez pas compte de comment elle travaille dessus, et d'ailleurs, bravo parce qu'elle a une patience énorme de m'écouter parler pendant autant de temps. Donc merci Alix de m'avoir invité. Sincèrement, c'était génial de pouvoir partager plein de sujets, et de pouvoir papoter sur des trucs que j'aurais pas forcément papoté moi-même. J'espère que la vidéo vous aura plu, et voilà, allez suivre Alix et moi sur tous nos réseaux sociaux. Voilà. Et on vous fait des gros bisous. À bientôt. Ciao. Ciao.